La tension reste encore vive à Abidjan où règne un sentiment d'insécurité après les attaques de ce week-end. Sur les murs de ce commissariat de Yopougon, pris pour cible dans la nuit de samedi à dimanche, des traces de balles restent visibles. Au moins 2 soldats ont été tués. L'attaque est survenue au moment où des dizaines de personnes allaient être transférées à la préfecture de police d'Abidjan. Traumatisés, beaucoup de vendeurs habituels ont déserté les lieux. Un poste d'observation de l'armée a été également attaqué, faisant aussi 2 morts. Après ces 2 attaques, aucun répit. Le camp d'Akwedo qui a subi des assauts ce matin, le ministre de la Défense a été sur les lieux. Le ratissage continue dans le périmètre d'Akwedo. Selon l'état-major ivoirien, l'assaut a fait au moins 5 morts dans les rangs de l'armée régulière et plusieurs blessés. L'histoire retiendra que c'est le vendredi 3 août 2012 que le président Paul Biya a procédé à la pose de la première pierre du barrage réservoir de Lompanga dans la région de l'Est. Une infrastructure qui va contribuer à l'amélioration de l'offre en énergie du Cameroun. En posant la première pierre d'un barrage de retenue d'une capacité de 6 milliards de mètres cubes d'eau, nous allons permettre de régulariser le débit de la Sanaga, à moyen terme, d'augmenter la capacité de production des centrales existantes comme EDEA et son Loulou. Cette cérémonie était le couronnement de plusieurs mois d'attente des populations de la région de l'Est, désireuses de voir enfin le chef de l'État revenir dans cette région 15 ans après et surtout de donner son onction à la réalisation de ce projet structurant. La lumière apporte le développement. Les villages électrifiés vont connaître un boom économique et un boom social. Donc c'est pour le bien-être de tous. Le développement de la région soit effectif avec l'énergie que produira ce barrage. Lompanga, ce sera une production de 30 MW d'énergie électrique et de 6 000 m3 d'eau journalier pour booster la production énergétique de d'autres barrages hydroélectriques en aval sur le fleuve Sanaga. Seconde étape importante, c'est la dérivation du fleuve qui aura lieu durant le reste de l'année 2012. Qui permettra d'assécher la zone de construction du barrage à partir de la fin de cette année 2012 pour pouvoir construire le barrage dans de bonnes conditions. Il faudra 250 milliards de francs CFA pour mener à bien ce projet. Avec la construction de ce barrage, le Cameroun pourra se positionner en exportateur d'énergie électrique vers d'autres pays de la sous-région Afrique centrale, comme la République centrafricaine et même le Tchad. Le rapport de l'ONU met en cause l'implication du Rwanda dans le conflit militaire en République démocratique du Congo. Il accuse de soutenir les rebelles du M23. De nombreux pays européens et les États-Unis d'Amérique ont suspendu ou retardé l'aide qu'ils donnent au Rwanda. Dans une conférence de presse tenue au sein du ministère des Affaires étrangères à Kigali, la ministre Louise Mushikiwabo a déclaré que la communauté internationale ne fait que causer des problèmes au lieu de les résoudre. Concernant les conflits en RDC, nous trouvons que la communauté internationale ne fait qu'aggraver la situation au lieu de trouver des solutions. Dans le budget annuel dressé par le gouvernement rwandais, 40% vient de l'aide étrangère. Ministre Louise Mushikiwabo connaît l'importance de cette aide, mais elle trouve que le Rwandais ne doit pas vivre que grâce à l'aide étrangère. Si les Rwandais croient vivre grâce à l'aide étrangère et mourir sans elle, c'est désolant. Vous savez que l'aide étrangère compte moins de 50% du budget national, ce qui veut dire que l'argent utilisé dans ce pays n'est pas seulement de l'aide étrangère. Oui, nous avons besoin de l'aide, mais si la communauté internationale continue d'arrêter ou de retarder l'arrivée de cette aide, il va falloir que les Rwandais travaillent en conséquence. Les pays qui ont déjà suspendu ou arrêté leur aide après ces rapports sont l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande et les États-Unis d'Amérique. Ce dernier a stoppé le don de la somme de $200 000 destinée à une académie militaire. Le rapport final sera publié en novembre prochain. Pour une fluidité des transports entre Dakar et Banjul, la construction du pont sur le fleuve Gambie va démarrer avant fin 2012. C'est l'un des points essentiels du mémorandum d'entente signé entre le Sénégal et la Gambie. Ce mémorandum porte sur la construction du pont ainsi que la réhabilitation du tronçon routier Caraïbes, Sénoba, Farafeni, Bunkiling,
pour un désenclavement accru de la Casamance. Le chemin a été long pour parvenir à cette signature car les problèmes techniques nécessitent beaucoup de patience. Il y a eu assez d'études pour voir comment imbriquer ce projet dans le grand programme de corridor régional ouest-africain. Ceci afin de permettre une plus grande fluidité dans la circulation des personnes et des biens. Les travaux de réalisation du pont sont estimés à 100 millions de dollars et devraient durer 5 ans. Ce fonds a été mobilisé avec l'aide de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Les générations futures, je peux vous assurer, je l'ai dit tout à l'heure, en utilisant ce pont demain, vont se demander comment on a pu vivre sans un pont pour franchir les 2 pans du territoire national. Comment on a pu vivre dans nos rapports sénégambiens sans un pont qui unisse la Gambie au Sénégal. Pour les 2 pays, ce pont de près de 1000 mètres de long va renforcer la diplomatie du bon voisinage. La traversée du fleuve Gambie a toujours été difficile et source de frustration pour les populations de part et d'autre, entravant la circulation des personnes, des biens et des services. À 23 ans, Fikirt attend son premier bébé. Lors d'une visite de routine dans sa clinique située à Addis Abeba en Éthiopie, elle a été choquée de découvrir sa séropositivité. Lorsque j'ai été informée de la nouvelle, j'ai été très en colère. J'ai été extrêmement choquée parce que c'était quelque chose à quoi je n'avais pas pensé et je n'y m'y attendais pas. La clinique de santé Saris est soutenue par l'UNICEF dans la lutte contre la transmission du VIH entre les mères et leurs nourrissons. En Éthiopie, seuls 24% des femmes enceintes séropositives ont reçu des médicaments antirétroviraux. Le test du VIH est effectué sur la base du volontariat. Lorsque les mères viennent ici pour faire des tests de laboratoire, nous leur proposons de faire le test du VIH. Nous les conseillons lorsque nous commençons. Adanek, qui est allongée là, est sur le point d'accoucher. Pendant plusieurs mois, elle a été l'objet d'un suivi médical et a dû consommer des antirétroviraux. Quant à Lemlem, également porteuse du sida, les nouvelles sont bonnes aujourd'hui. Son fils, actuellement testé, est né sans VIH. Grâce au personnel médical, elle peut espérer lui assurer un meilleur avenir. Au début, j'étais terrifiée, mais je n'ai pas eu peur longtemps. Je suis convaincue que je peux travailler et avoir une vie. Je le crois maintenant. 1,5% seulement des femmes éthiopiennes accouchent dans un établissement de santé, ce qui augmente le taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays. Les femmes et les jeunes filles restent particulièrement vulnérables au VIH en Afrique. Le rapport 2009 de l'ONU fait état de près de 76% des femmes affectées par la maladie. Le premier symposium international de sculpture s'est ouvert samedi dernier à Libreville, avec pour but de vulgariser la sculpture sur bois et de valoriser les quelques 400 essences de la forêt gabonaise. J'ai fait 5 lits de coris qui représentent les 5 continents qui vont se croiser au Gabon pour le bonheur et pour un Gabon émergent. 15 artistes de nationalités différentes ont été retenus pour donner forme à des œuvres inédites. Le bord de mer devient un lieu de contemplation et de réflexion sur la place de la création artistique, le tout sur le thème rencontre. Nous avons organisé un concours international et à l'issue de ce concours, nous avons obtenu 50 œuvres de personnes qui se sont présentées comme candidats à ce concours et il fallait en sélectionner les 15 meilleurs. La rencontre qui durera 2 semaines vise à encourager les artistes locaux et initier les jeunes Gabonais à la sculpture. Nous faisons de l'initiation à la poterie, au modélage, en fait à la céramique en général, pour leur donner le goût, l'envie, plus tard peut-être, au moins de connaître ce que c'est la céramique, ce que c'est la poterie. À la fin du symposium, les œuvres seront toutes achetées par le ministère de la Culture et deviendront ainsi la propriété du Gabon. Celles-ci seront exposées au Musée national et dans d'autres centres culturels.